Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour poursuivre avec la formation Introduction à la cybersécurité dans laquelle nous allons parler de l'hygiène en informatique. À la fin de cette vidéo, vous serez alors capable de penser de manière proactive à la cybersécurité, de résister aux menaces et aux problèmes de sécurité en ligne. Avant de poursuivre, nous allons aller répondre aux séries de questions posées dans la vidéo précédente. Alors, la première question était: quelle est la dernière étape d'un test d'intrusion? En A, on avait l'analyse et le reporting. B, collecte d'informations sur la cible. C, balayage. D, maintien d'accès. Eh bien, la réponse ici était A. La deuxième question était: lequel des outils suivants peut effectuer une analyse du trafic et des ports en temps réel et peut également détecter des analyses de ports, des empreintes digitales et des attaques par débordement de tampons? En A, on avait Nmap. B, FluxNet ou NetFlow. C, SIEM. D, Renifler ou Snot. Eh bien, la réponse ici était D. Je tiens également à féliciter tous ceux qui ont pris la peine de répondre et qui ont trouvé. Et pour ceux qui ne l'ont pas fait, je rappelle qu'elle se trouve à la fin de chacune de nos vidéos. Avant de commencer, si tu es nouveau sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je pense que tu sais déjà de quoi on parle ici. Alors, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos et formations. Like, partage la vidéo et donne ton avis dans l'espace commentaire concernant le contenu. Ça permet de référencer et de soutenir la chaîne, les amis. Donc, je compte énormément sur vous. Alors, nous allons commencer par définir l'hygiène en informatique. L'hygiène en informatique consiste tout simplement à vous entraîner à penser de manière proactive à la cybersécurité, tout comme vous le faites avec votre hygiène personnelle au quotidien, afin de résister aux menaces et aux problèmes de sécurité en ligne. Le premier grand point que nous allons aborder au niveau de l'hygiène est la sensibilisation et la formation. Je tiens d'abord à vous rappeler que si vous avez visualisé et compris l'ensemble du contenu proposé dans différentes vidéos de cette formation, alors cette partie sur l'hygiène en informatique ne sera qu'une révision pour vous, car la plupart des mesures ici ont été vues et détaillées au cours de la formation. La sensibilisation et la formation. Le premier point dans cette partie est former les équipes opérationnelles à la sécurité des systèmes d'information. Les équipes opérationnelles telles que les administrateurs réseau, sécurité et systèmes, chefs de projet, développeurs, responsables de la sécurité des systèmes d'information ont des accès privilégiés aux systèmes d'information. Elles peuvent par inadvertance ou par méconnaissance effectuer certaines tâches qui peuvent générer des vulnérabilités. Prenons l'exemple du contrôle d'accès. Un responsable peut donner un accès très élevé à un utilisateur, ce qui permettra ainsi à l'utilisateur d'avoir des privilèges système qu'il ne devrait pas. C'est pour cette raison que les équipes opérationnelles, pour être à l'état de l'art de la sécurité des systèmes d'information, doivent donc suivre à leur prise de fonction, puis à intervalles réguliers, des formations sur la législation en vigueur, les principaux risques et menaces, le maintien en conditions de sécurité, l'authentification et le contrôle d'accès, le paramétrage fin et le durcissement des systèmes, le cloisonnement réseau, la journalisation, pour ne citer que ceci. Notez également que cette liste doit être précisée selon le métier des collaborateurs. Le deuxième point que nous allons aborder au niveau de la sensibilisation et la formation est sensibiliser les utilisateurs aux bonnes pratiques élémentaires de sécurité informatique. Chaque utilisateur est un maillon à part entière de la chaîne des systèmes d'information.
À ce titre, et dès son arrivée dans l'entité, il doit être informé des enjeux de sécurité, des règles à respecter et des bons comportements à adopter en matière de sécurité des systèmes d'information à travers des actions de sensibilisation et de formation. Il doit être par exemple informé des objectifs et des enjeux que rencontre l'entité en matière de sécurité des systèmes d'information, les informations considérées comme sensibles, les réglementations et obligations légales, les moyens disponibles et participant à la sécurité du système, comme le verrouillage systématique de la section lorsque l'utilisateur quitte son poste, outils de protection de mots de passe, etc. Et pour terminer, les règles et consignes de sécurité régissant l'activité quotidienne, comme le respect de la politique de sécurité, non-connexion d'équipements personnels au réseau de l'entité, non-divulgation de mots de passe à un tiers, non-réutilisation du mot de passe professionnel dans une sphère privée et inversement, signalement d'événements suspects, etc. Le troisième point que nous allons aborder au niveau de la sensibilisation et la formation est la maîtrise de risque de l'infogérance. Lorsqu'une entité souhaite externaliser son système d'information ou ses données, elle doit en amont évaluer les risques spécifiques à l'infogérance, comme la maîtrise du système d'information, action à distance, hébergement mutualisé, etc., afin de prendre en compte dès la rédaction des exigences applicables aux futurs prestataires les besoins et mesures de sécurité adaptées. Il peut s'agir d'étudier attentivement les conditions des offres, la possibilité de les adapter à des besoins spécifiques et les limites des responsabilités du prestataire, d'imposer une liste d'exigences précises au prestataire comme réversibilité du contrat, réalisation d'audit, sauvegarde et restitution des données dans un format ouvert normalisé, maintien au niveau de la sécurité dans le temps et bien d'autres. Notez que pour formaliser cet engagement, le prestataire fournira au commanditaire un plan d'assurance sécurité prévu pour l'appel d'offres. Il s'agit là d'un document contractuel décrivant l'ensemble des dispositions spécifiques que les candidats s'engagent à mettre en œuvre pour garantir le respect des exigences de sécurité spécifiées par l'entité. Nous allons poursuivre avec le deuxième grand point sur cette hygiène qui est connaître le système d'information. Dans cette sous-partie, nous allons parler de l'identification des informations et serveurs les plus sensibles et maintenir un schéma du réseau. Il s'agit alors là de créer et de maintenir à jour un schéma simplifié du réseau ou cartographie représentant les différentes zones IP et le plan d'adressage associé. Les équipements de routage et de sécurité tels que les pare-feux, relais, applicatifs, etc. et les interconnexions avec l'extérieur tels que l'Internet, les réseaux privés et les partenaires. Ce schéma doit également permettre à localiser les serveurs détenteurs d'informations sensibles de l'entité. Le deuxième point à aborder dans cette sous-partie est disposer d'un inventaire exhaustif des comptes privilégiés et le maintenir à jour. Les comptes bénéficiaires de droits spécifiques sont des cibles privilégiées par les attaquants qui souhaitent obtenir un accès le plus large possible au système d'information. Il doit donc faire l'objet d'une attention toute particulière. Il s'agit pour cela d'effectuer un inventaire de ces comptes, de les mettre à jour régulièrement et d'y renseigner les informations suivantes. Les utilisateurs ayant un compte administrateur ou des droits supérieurs à ceux d'un utilisateur standard sur le système d'information.
Les utilisateurs disposant de suffisamment de droits pour accéder au répertoire de travail des responsables ou de l'ensemble des utilisateurs. Les utilisateurs utilisant un poste non administré, autant pour moi, par le service informatique et qui ne fait pas, autant pour moi, l'objet de mesures de sécurité éditées par la politique de sécurité générale de l'entité. Le troisième point à aborder ici est organiser les procédures d'arrivée, de départ et de changement de fonction des utilisateurs. Les effectifs d'une entité, qu'elle soit publique ou privée, évoluent sans cesse. Arrivée, départ, mobilité interne. Il est par conséquent nécessaire que les droits et les accès au système d'information soient mis à jour en fonction de cette évolution. Il est notamment essentiel que l'ensemble des droits affectés à une personne soient révoqués lors de son départ ou en cas de changement de fonction. Les procédures d'arrivée et de départ doivent donc être définies en lien avec la fonction ressources humaines. Elle doit au minimum prendre en compte la création et la suppression des comptes informatiques et boîtes aux lettres associées, les droits et accès à attribuer et retirer à une personne dont la fonction change, la gestion des accès physiques ou locaux, l'affectation des équipements mobiles, la gestion des documents et informations sensibles. Le dernier point de cette partie sur connaître le système d'information est autoriser la connexion au réseau de l'entité au seul équipement maîtrisé. Pour garantir la sécurité de son système d'information, l'entité doit maîtriser les équipements qui s'y connectent, chacun constituant un point d'entrée potentiellement vulnérable. Les équipements personnels tels que les ordinateurs portables, tablettes, ordiphones sont par définition difficilement maîtrisables dans la mesure où ce sont les utilisateurs qui décident de leur niveau de sécurité. De la même manière, la sécurité des équipements dont sont dotés les visiteurs échappe à tout contrôle de l'entité. Seule la connexion des terminaux maîtrisés par l'entité doit être autorisée sur ces différents réseaux d'accès, qu'ils soient filaires ou sans fil. Le troisième grand point ici est authentifier et contrôler les accès. Nous allons commencer par identifier nommément chaque personne accédant au système et distinguer les rôles utilisateur-administrateur. Afin de faciliter l'attribution d'une action sur le système d'information en cas d'incident ou d'identifier d'éventuels comptes compromis, les comptes d'accès doivent être nominatifs. L'utilisation des comptes génériques tels que admin, user doivent être marginales et ceux-ci doivent pouvoir être rattachés à un nombre limité de personnes physiques. Le deuxième point à aborder ici est attribuer les bons droits sur les ressources sensibles du système d'information. Certaines des ressources du système peuvent constituer une source d'informations précieuses aux yeux d'un attaquant, comme le répertoire contenant des données sensibles, la base de données, boîte aux lettres électroniques, pour ne citer que ceci. Il est donc primordial d'établir une liste précise de ces ressources et pour chacune d'entre elles, de définir quelle population peut y avoir accès, de contrôler strictement son accès en s'assurant que les utilisateurs sont authentifiés et font partie de la population ciblée, d'éviter sa dispersion et sa duplication à des endroits non maîtrisés ou soumis à un contrôle d'accès moins strict. Nous allons poursuivre avec définir et vérifier des règles de choix et de dimensionnement des mots de passe. Nous avons détaillé cette partie au cours de cette formation, donc je te renvoie à visualiser la vidéo qui traite des mots de passe. Pour encadrer et vérifier l'application de ces règles de choix et de dimensionnement,
l'entité pourra recourir à différentes mesures, parmi lesquelles le blocage des comptes à l'issue de plusieurs échecs de connexion, la désactivation des options de connexion anonyme et l'utilisation d'un outil d'audit de la robustesse des mots de passe. Nous allons poursuivre avec protéger les mots de passe stockés sur le système. Je te renvoie également à visualiser la vidéo qui traite des mots de passe pour plus de détails. Nous allons passer immédiatement à changer les éléments d'authentification par défaut sur les équipements et services. Les éléments d'authentification par défaut des composants du système doivent être modifiés dès leur installation et, s'agissant de mots de passe, être conformes aux recommandations précédentes en matière de choix, de dimensionnement et de stockage, car elles sont en général connues des cybercriminels. Il existe souvent des équipements dont le mot de passe est impossible à changer car il est durci et certifié. Vous devez immédiatement signaler cette vulnérabilité au constructeur. Nous allons poursuivre avec privilégier, lorsque c'est possible, une authentification forte. Il est vivement recommandé de mettre en œuvre une authentification forte nécessitant l'utilisation de 2 facteurs d'authentification différents parmi lesquels quelque chose que je sais, quelque chose que je possède, quelque chose que je suis. Un autre point à aborder sur cette hygiène est sécuriser les postes. Le premier point ici est mettre en place un niveau de sécurité minimal sur l'ensemble du parc informatique. L'utilisateur est dans de très nombreux cas la première porte d'entrée des attaquants vers le système. Il est donc fondamental de mettre en place un niveau de sécurité minimal sur l'ensemble du parc informatique de l'entité en implémentant les mesures suivantes. Limiter les applications installées et modules optionnels des navigateurs web au seul nécessaire. Doter les postes utilisateurs d'un pare-feu local et d'un antivirus. Chiffrer les partitions où sont stockées les données des utilisateurs. Désactiver les exécutions automatiques. Le deuxième point ici est se protéger des menaces relatives à l'utilisation des supports amovibles. Les supports amovibles peuvent être utilisés afin de propager des virus, voler des informations sensibles et stratégiques ou encore compromettre le réseau de l'entité. De tels agissements peuvent avoir des conséquences désastreuses pour l'activité de la structure cible. J'ai fait une vidéo dernièrement qui traite des supports amovibles où je vous montrais comment se protéger de ce type d'attaque. Je vous mettrai pour ceux qui sont intéressés le lien dans la description de cette vidéo. Il est préférable que les supports amovibles soient proscrits par le responsable chargé de la sécurité du système d'information. Le point suivant est utiliser un outil de gestion centralisé afin d'homogénéiser, autant pour moi, les politiques de sécurité. La sécurité du système d'information repose sur la sécurité du maillon le plus faible. Il est donc nécessaire d'homogénéiser la gestion des politiques de sécurité s'appliquant à l'ensemble du parc informatique de l'entité. L'application de ces politiques doit être simple et rapide pour les administrateurs, en vue notamment de faciliter la mise en œuvre des contre-mesures en cas de crise informatique. Pour cela, l'entité pourra se doter d'un outil de gestion centralisé. Par exemple, Microsoft, vous avez Active Directory, auquel il s'agit d'inclure le plus grand nombre d'équipements informatiques possible. Le point suivant est activer et configurer le pare-feu local des postes de travail. Après avoir réussi à prendre le contrôle d'un poste de travail, un attaquant cherchera souvent à étendre son intrusion aux autres postes de travail pour accéder aux documents des utilisateurs.
Afin de rendre plus difficile ce déplacement latéral de l'attaquant, il est nécessaire d'activer le pare-feu local des postes de travail au moyen des logiciels intégrés ou spécialisés. L'administrateur peut également appliquer un filtrage de port sur les systèmes d'exploitation installés. Le point suivant est chiffrer les données sensibles transmises par voie Internet. Internet, comme vous le savez, est un réseau sur lequel il est quasi impossible d'obtenir des garanties sur le trajet que vont emprunter les données que l'on y envoie. Il est donc tout à fait possible qu'un attaquant se trouve sur le trajet de données transmises entre deux correspondants. Toutes les données envoyées par courriel ou transmises au moyen d'outils d'hébergement en ligne sont par conséquent vulnérables. Il est donc nécessaire de procéder à leur chiffrement systématique avant de les adresser à un correspondant ou les héberger. Nous allons poursuivre avec sécuriser le réseau, dans laquelle nous allons voir le premier point qui est segmenter le réseau et mettre en place un cloisonnement entre ces zones. Lorsque le réseau est à plat, sans aucun mécanisme de cloisonnement, chaque machine du réseau peut accéder à n'importe quelle autre machine. La compromission de l'une d'elles met alors en péril l'ensemble des machines connectées. Un attaquant peut ainsi compromettre un poste utilisateur et ensuite rebondir jusqu'à des serveurs critiques. Il est donc important, dès la conception de l'architecture réseau, de raisonner par segments en zones composées de systèmes ayant des besoins de sécurité homogènes. On pourra par exemple regrouper distinctement les serveurs d'infrastructure, des serveurs métiers, des postes de travail utilisateurs, des postes de travail administrateurs, des postes de téléphonie sur IP, etc. Notez qu'une zone se caractérise alors par des VLAN et des sous-réseaux IP dédiés, voire par des infrastructures dédiées selon sa criticité. Ainsi, des mesures de cloisonnement, telles qu'un filtrage IP à l'aide d'un pare-feu, peuvent être mises en place entre les différentes zones. On veillera en particulier à cloisonner autant que possible les équipements et flux associés aux tâches d'administration. Le deuxième point abordé ici sera s'assurer de la sécurité des réseaux d'accès Wi-Fi et de la séparation des usages. L'usage du Wi-Fi en milieu professionnel est aujourd'hui démocratisé, mais présente toujours des risques de sécurité bien spécifiques, tels que faible garantie en matière de disponibilité, pas de maîtrise de la zone de couverture pouvant mener à une attaque hors du périmètre géographique de l'entité, configuration par défaut des points d'accès peu sécurisés. Il faut noter que la segmentation de l'architecture réseau permet de limiter les conséquences d'une intrusion par voie radio à un périmètre déterminé du système d'information. Le flux en provenance des postes connectés au réseau d'accès Wi-Fi doit donc être filtré et restreint au seul flux nécessaire. De plus, il est important d'avoir recours prioritairement à un chiffrement robuste et à une authentification centralisée, si possible par certificat client des machines. Nous allons poursuivre avec utiliser des protocoles réseau sécurisés dès qu'il existe. Bien qu'il soit difficile d'en dresser une liste exhaustive, les protocoles les plus courants reposent sur l'utilisation de TLS et sont souvent identifiables par l'ajout de la lettre S pour Secure en anglais, à l'acronyme du protocole. Citons par exemple HTTPS pour la navigation web ou IMAP S, SMTPS ou POP S pour la messagerie. D'autres protocoles ont été conçus de manière sécurisée dès la conception pour se substituer à d'anciens protocoles non sécurisés. Citons par exemple SSH pour Secure Shell, venu remplacer les protocoles de communication historiques tels que Telnet et AirLogin.
Nous allons poursuivre avec mettre en place une passerelle d'accès sécurisée à Internet. Il est recommandé de mettre en œuvre une passerelle sécurisée d'accès à Internet, comprenant au minimum un pare-feu au plus près de l'accès Internet pour filtrer les connexions et un serveur mandataire, embarquant différents mécanismes de sécurité. Celui-ci assure notamment l'authentification des utilisateurs et la journalisation des requêtes. Nous allons poursuivre avec cloisonner les services visibles depuis Internet du reste du système d'information. Une entité peut choisir d'héberger en interne des services visibles sur Internet. Au regard de l'évolution et du perfectionnement des cyberattaques sur Internet, il est essentiel de garantir un haut niveau de protection de ces services avec des administrateurs compétents, formés de manière continue et disponibles. Dans le cas contraire, le recours à un hébergement externalisé auprès des professionnels est privilégié. Le point suivant est protéger sa messagerie professionnelle. La messagerie est le principal vecteur d'infection du poste de travail, qu'il s'agisse de l'ouverture des pièces jointes contenant un code malveillant ou du clic malencontreux sur un lien redirigeant vers un site lui-même malveillant. Que l'entité héberge ou fasse héberger son système de messagerie, elle doit s'assurer de disposer d'un système d'analyse d'antivirus en amont des boîtes aux lettres des utilisateurs pour prévenir la réception des fichiers infectés, de l'activation du chiffrement TLS, des échanges entre serveurs de messagerie ainsi qu'entre les postes utilisateurs et les serveurs hébergeant des boîtes aux lettres. Nous allons poursuivre avec sécuriser les interconnexions réseau dédiées avec les partenaires. Cette interconnexion avec les partenaires externes peut se faire au travers d'un lien sur le réseau privé de l'entité ou directement sur Internet. Dans le second cas, il convient d'établir un tunnel site à site ou encore un tunnel site à site de préférence IPsec. Le point suivant est contrôler et protéger l'accès aux salles serveurs et aux locaux techniques. Les mécanismes de sécurité physique doivent faire partie intégrante de la sécurité des systèmes d'information et être à l'état de l'art afin de s'assurer qu'ils ne puissent pas être contournés aisément par un attaquant. Il convient donc d'identifier les mesures de sécurité physique adéquates et de sensibiliser continuellement les utilisateurs aux risques engendrés par le contournement des règles. Nous allons poursuivre avec sécuriser l'administration, qui est aussi un point très important de l'hygiène informatique. Le premier point ici est interdire l'accès à Internet depuis les postes ou serveurs utilisés pour l'administration du système d'information. Un poste de travail ou un serveur utilisé pour les actions d'administration ne doit en aucun cas avoir accès à Internet en raison des risques que la navigation web et la messagerie font peser sur son intégrité. Poursuivons avec utiliser un réseau dédié et cloisonné pour l'administration du système d'information. Selon les besoins de sécurité de l'entité, il est recommandé de privilégier en premier lieu un cloisonnement physique des réseaux dès que cela est possible. Cette solution pouvant représenter des coûts et un temps de déploiement important. À défaut, de mettre en œuvre un cloisonnement logique cryptographique reposant sur la mise en place d'un tunnel IPsec. Ceci permet d'assurer l'intégrité et la confidentialité des informations véhiculées sur le réseau d'administration vis-à-vis du réseau bureautique des utilisateurs. Au minimum, de mettre en œuvre un cloisonnement logique par VLAN. Nous allons poursuivre avec limiter aux stricts besoins opérationnels les droits d'administration sur les postes de travail. Seuls les administrateurs chargés de l'administration des postes doivent disposer de ces droits lors de leurs interventions. L'un des points importants aussi de l'hygiène est de gérer le nomadisme. Le premier point que nous allons aborder ici est prendre des mesures de sécurité physique des terminaux nomades.
Les terminaux nomades tels que les ordinateurs portables, tablettes sont par nature exposés à la perte et au vol. Ils peuvent contenir localement des informations sensibles pour l'entité et constituer un point d'entrée vers plus amples ressources du système d'information. Les utilisateurs doivent être sensibilisés pour augmenter leur niveau de vigilance lors de leur déplacement et conserver leurs équipements à portée de vue. Il est également recommandé que les terminaux nomades soient aussi banalisés que possible en évitant toute mention explicite de l'entité d'appartenance. Le deuxième point ici est chiffrer les données sensibles, en particulier sur le matériel potentiellement perdable. Comme son nom l'indique, c'est tout simple. On chiffre les données sur les appareils dont on se déplace avec les appareils mobiles. Le point suivant est sécuriser la connexion au réseau des postes utilisés en situation de nomadisme. Pour garantir un niveau de sécurité optimal, comme nous l'avons mentionné plus haut, il doit être mis en place un tunnel VPN IPsec. Et ce tunnel doit être automatiquement établi et ne pas être débravable par l'utilisateur. En d'autres termes, qu'aucun flux ne doit pouvoir être transmis en dehors de ce tunnel. Le point suivant est adopter des politiques de sécurité dédiées aux terminaux mobiles. Les ordiphones et tablettes font partie de notre quotidien personnel et ou professionnel. La première recommandation consiste justement à ne pas mutualiser les usages personnels et professionnels sur un seul et même terminal. Par exemple, en ne synchronisant pas simultanément comptes professionnels et personnels de messagerie, des réseaux sociaux, d'agenda, etc. Un point important encore de l'hygiène est de maintenir le système d'information à jour. Le premier point que nous allons aborder ici est définir une politique de mise à jour des composants du système d'information. Elles doivent préciser la manière dont l'inventaire des composants du système d'information est réalisé, les sources d'informations relatives à la publication des mises à jour, les outils pour déployer les correctifs sur le parc, l'éventuelle qualification des correctifs et leur déploiement progressif sur le parc. Le point suivant est anticiper la fin de la maintenance des logiciels et systèmes et limiter les adhérences logicielles. Pour anticiper cette obsolescence, un certain nombre de précautions doivent exister, comme établir et tenir à jour un inventaire des systèmes et applications du système d'information. Choisir des solutions dont le support est assuré pour une durée correspondant à leurs utilisations. Assurer un suivi des mises à jour et des dates de fin de support des logiciels. Maintenir un parc logiciel homogène. Nous allons poursuivre avec limiter les adhésions logicielles, c'est-à-dire les dépendances de fonctionnement d'un logiciel par rapport à un autre, en particulier lorsque le support de ces derniers arrive à son terme. Inclure dans le contrat avec les partenaires et fournisseurs des clauses garantissant le suivi des correctifs de sécurité et la gestion des obsolescences. Identifier les délais et ressources nécessaires. Nous allons terminer avec 3 points importants qui sont superviser, auditer et réagir. Le premier point dans cette partie est activer et configurer les journaux des composants les plus importants. Une étude contextuelle du système d'information doit être effectuée et les éléments suivants doivent être journalisés. Pare-feu, système et application, service. Le deuxième point est définir et appliquer une politique de sauvegarde des composants critiques. Cette politique doit au moins intégrer les éléments suivants. La liste des données jugées vitales pour l'organisme et les serveurs concernés, les différents types de sauvegarde, la fréquence de sauvegarde, la procédure d'administration et d'exécution des sauvegardes, les informations de stockage et les restrictions d'accès aux sauvegardes, les procédures des tests de restauration et
La destruction des supports ayant contenu les sauvegardes. Les tests de restauration peuvent être réalisés de plusieurs manières. Systématique, par un ordonnanceur de tâches pour les applications importantes. Ponctuel, en cas d'erreur sur les fichiers. Général, pour une sauvegarde et restauration entière du système d'information. Le point suivant est procéder à des contrôles et audits de sécurité réguliers puis appliquer les actions correctives associées. La réalisation d'audits réguliers du système d'information est essentielle car elle permet d'évaluer concrètement l'efficacité des mesures mises en œuvre et leur maintenir dans le temps. Ces contrôles et audits permettent également de mesurer les écarts pouvant persister entre la règle et la pratique. Le point suivant est désigner un référent en sécurité des systèmes d'information et le faire connaître auprès du personnel. Ce référent devra être connu de tous les utilisateurs et sera le premier contact pour toutes les questions relatives à la sécurité des systèmes d'information, comme définir des règles à appliquer selon le contexte, vérification de l'application des règles, sensibilisation des utilisateurs et définition d'un plan de formation des acteurs informatiques, centralisation et traitement des incidents de sécurité constatés ou remontés par les utilisateurs. Et nous allons terminer avec le dernier point sur la supervision, l'audit et la réaction avec définir une procédure de gestion des incidents de sécurité. Une mauvaise réaction en cas d'incident de sécurité peut faire empirer la situation et empêcher de traiter correctement le problème. Le bon réflexe est de déconnecter la machine du réseau pour stopper l'attaque. En revanche, il faut maintenir sous haute tension et ne pas la redémarrer pour ne pas perdre d'informations utiles pour l'analyse de l'attaque. Il faut ensuite prévenir la hiérarchie ainsi que le référent en sécurité des systèmes d'information. Nous allons conclure en disant que mettre toutes ces mesures en place demande du temps et peut être également un défi. Et notez que le risque zéro n'existe pas en cybersécurité. Je prends toujours la peine de vous le dire en fin de chacune des vidéos que j'ai fait dans cette formation. Donc, notez que même si vous mettez en place toutes ces politiques de sécurité, toutes ces recommandations que nous voyons au cours de la formation, il existe toujours un risque que vous soyez piraté. Les questions retenues ici sont: quelle est la bonne réponse parmi les propositions suivantes? En A, vous avez le malware est un virus qui espionne. B, le virus est un malware. C, le malware est un virus. D, le malware et virus, c'est la même chose. La deuxième question ici est: quel rôle joue le SIEM? En A, vous avez la détection des virus sur les postes de travail et la lutte contre la prolifération des malwares. B, le stockage et l'interprétation des logs permettant une analyse des événements de sécurité. C, l'interprétation des logs permettant une analyse des événements de sécurité. D, la mise en œuvre d'une politique de gestion des mots de passe. Donc, prenez la peine de répondre dans les commentaires, les amis, parce que ça permet de voir votre évolution également. Donc, ceci achève le contenu de cette présentation et comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo, si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification. N'oublie pas surtout de partager la vidéo car cela permet d'agrandir la communauté et de soutenir la chaîne. N'oubliez pas également de liker la vidéo, de commenter, donnez-nous votre avis dans les commentaires parce que c'est très important. Je vous remercie pour votre suivi et à très vite dans une prochaine vidéo.